Tu sais, tu vas être placé en état d'arrestation. Moi? Tu es Ali, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Ce sera pour agression sexuelle criminelle à caractère prédateur. La vidéo de la caméra corporelle montre l'arrestation d'une enseignante remplaçante accusée d'actes sexuels avec un garçon de 11 ans. Ali Bartfield a reconnu des relations sexuelles avec ce garçon et est en prison. Cependant, elle n'a pas toujours été honnête pendant l'enquête, comme le montre la vidéo de la caméra corporelle. Je vais vous montrer ce qu'elle a dit au détective à sa porte d'entrée et comment elle a blâmé la victime dans cette affaire. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Ali Bartfield a plaidé coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec un élève de 11 ans. C'est une histoire choquante. Encore plus choquant est la façon dont elle a tenté de s'en sortir à l'arrivée des détectives. Avant de vous montrer la vidéo de la caméra corporelle, voici Bartfield au tribunal dans le comté de Macon, dans l'Illinois, où tout cela s'est passé, à environ 3 heures au sud de Chicago. Lors de l'audience, Bartfield a admis avoir abusé de son élève de 11 ans, mais Bartfield n'a pas toujours dit la vérité à la police durant l'enquête. Voici la vidéo de la caméra corporelle du jour où elle a été arrêtée en avril de l'année dernière. Maintenant, une partie de l'audio a été censurée. C'est pourquoi vous entendrez des coupures par moment. D'accord. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte pour le moment. Salut, comment ça va? Salut, est-ce qu'Ali est à la maison? Oui. D'accord. Bureau du shérif, j'aide aussi la police de Malfam. D'accord, juste vous et les enfants. D'accord. Et quelqu'un? D'accord, d'accord. Voilà la situation. Nous avons un mandat de perquisition pour la maison, d'accord? Vous savez, vous allez être placé en état d'arrestation. Moi? Vous êtes Ali, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et ce sera aussi pour agression sexuelle criminelle prédatrice. Préparation à l'abus. D'accord, c'est pour ça qu'on est ici. Pour vérifier et s'assurer qu'on récupère ce dont on a besoin dans la maison. D'accord? Pourquoi? Oui, donc je t'en parlerai plus à l'intérieur. Une seconde, d'accord? Et en fait, ça, si vous voulez entrer et commencer à parler des chiens, on va devoir vous suivre. D'accord. Vous voyez donc Bartfield, confus et choqué, ne comprenant pas pourquoi des détectives l'accusent d'abus sexuels et de manipulation. Cela a lieu vers 16h30, le 3 avril 2024. La veille, des détectives rapportent qu'un garçon de 11 ans s'est présenté au commissariat avec ses parents, accusant sa professeure de 6e, Bartfield, d'agression sexuelle. Bartfield travaillait dans le système scolaire de Decatur, Illinois, comme remplaçante à long terme pour la 6e. Elle donnait l'impression d'être une professeure amusante sur les réseaux sociaux. La voici sur TikTok avec une jeune fille. Quelques heures avant son arrestation, la police indique que le garçon de 11 ans a été entendu par un spécialiste sur les abus. Les adjoints ont également prélevé un kit d'agression sexuelle sur la victime. Voici maintenant la suite de ce que le détective a dit à Bartfield devant sa porte lorsqu'elle a été arrêtée. Je vais vous expliquer quelques points, d'accord? D'abord, je dois vous lire vos droits pour pouvoir vous parler. Vous avez un son rétroman. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous dans votre rapport. Vous avez le droit à un avocat. Et si vous n'avez pas les moyens d'en engager un avocat vous sera commis d'office. Directeur administration pénitentiaire, 352 compris? Avez-vous déjà eu des ennuis? Je vais vous donner l'occasion d'expliquer ce que veut dire pour faire court. D'accord, nous avons une quantité importante de preuves, y compris la conversation que vous avez eue ici. D'après les documents du tribunal, Bartfield a nié à sa porte avoir eu des relations sexuelles avec le garçon. L'audio est coupé à ce moment, mais vous avez entendu le détective mentionner qu'il disposait de nombreuses preuves, dont une conversation de Bartfield. Il évoque sans doute la discussion entre Bartfield et le garçon survenue quelques heures plus tôt, après son entretien médico-légal. La police dit qu'eux et les parents du garçon écoutaient un texto, un appel vocal et un FaceTime que Bartfield avait su avec le jeune garçon.
Ils disent que pendant ces conversations, Bartfield a parlé de contraception et de grossesse. Elle a aussi demandé au garçon de supprimer les messages, puis ils ont téléphoné. Lors de l'appel, Bartfield a dit au garçon de 11 ans qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle a une trentaine d'années. Maintenant, la police dit que le 29 mars 2024, Bartfield a invité cet élève de 6e, sa victime, chez elle. C'était pour une sortie entre amis. Cependant, la mère de cet enfant a remarqué que son fils se comportait différemment après la visite. Selon la police, la mère a alors vérifié le téléphone et les réseaux sociaux de son fils. Et lorsqu'ils ont davantage parlé de ce qui s'était passé, le garçon a dit que Bartfield avait eu des relations sexuelles avec lui. Bartfield aurait eu des relations sexuelles avec ce garçon et lui aurait aussi envoyé 700 $ via Cash App. Elle lui a acheté des écouteurs qui valent plus de 400 $. Elle lui a également envoyé des photos nues sur Snapchat. Voici le moment où Bartfield est emmené après que cette histoire soit devenue encore plus choquante. Je vais lui parler vite. Elle peut te parler? Non, je t'en parle ici. Donc cette dame apparaît avec... Oh là là. Non, mais écoute. Fais-nous passer un bon moment, montre-nous. Nous allons te donner... Comment tu élèves tes enfants et ce qui se passe. Je comprends. Merci. Assieds-toi à l'arrière parce que je veux être à l'écart et avoir de l'air. Et je vais te faire payer des frais lors de ce deuxième rendez-vous pour toi. Original poster enlève. Je souhaite parler. Ceci Est une brique. Bien, mon pote. Bartfield monte ensuite dans une voiture de police pour parler au détective. L'audio est caviardé, mais selon les documents judiciaires que nous avons, voici ce qu'elle a dit. Au début, elle a de nouveau nié avoir eu des relations sexuelles avec le garçon, mais ensuite, le détective a dit qu'il avait vu les photos nues qu'elle avait envoyées au garçon sur Snapchat. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi une enseignante dans la trentaine enverrait des photos nues à un garçon de seulement 11 ans, elle a répondu, je cite, « Il n'arrêtait pas de demander, de demander et de demander, et il ne me laissait pas tranquille. » Le document précise aussi que la victime avait envoyé des photos explicites à l'enseignante. Si vous avez déjà remarqué comment des habitudes s'installent sans que vous en soyez conscient, beaucoup attrapent de quelque chose machinalement par stress ou fatigue, même en sachant que ce n'est pas bon. C'est pourquoi je veux vous parler de notre sponsor, Fume. Dispositif d'air aromatisé primé, idéal contre la fixation orale et l'agitation. Il a le même excellent goût que votre remontant habituel sans produits chimiques nocifs. Au lieu d'inhaler de la vapeur, vous respirez des arômes naturels et non toxiques qui calment l'envie sans les inconvénients. Fumer, ce n'est pas arrêter, mais remplacer. Cet appareil à air aromatisé offre l'habitude main à bouche sans les inconvénients. Il n'y a ni vapeur ni nicotine, seulement des arômes naturels non toxiques. Je pense que vous aimerez le design. Une élégante pièce en bois. Il tient très bien en main. Il possède des fonctionnalités magnétiques, anti-stress très satisfaisantes, parfaites lorsque vous êtes stressé ou que vous avez besoin de quelque chose pour rester concentré. Il est portable et transportable partout. Beaucoup apprécient la menthe fraîche, idéale pour rester alerte toute la journée grâce à sa fraîcheur. Il existe de nombreuses saveurs, vous pouvez donc trouver celle qui vous convient. Plus de 500 000 personnes ont déjà adopté Fume dans le cadre de leur démarche de changement d'habitude. Alors si vous êtes prêt à l'essayer par vous-même, c'est le moment. Pendant une durée limitée, commandez le pack Journée avec mon code et recevez un Fume Topper gratuit pour améliorer votre expérience. Cliquez sur le lien trifume.com/loi et crime ou scannez le code QR affiché à l'écran pour obtenir le vôtre dès aujourd'hui. La vidéo de la caméra corporelle, sans audio, montre les moments où les agents présentent les preuves contre elle dans le véhicule de police. Et vous pouvez la voir mettre sa tête dans ses mains lorsqu'elle réalise quel sera probablement son destin. Bartfield a à plusieurs reprises tenté de faire porter la faute à l'enfant de 11 ans affirmant qu'il lui avait fait des avances. À la fin de cette discussion, Bartfield, d'après les documents du tribunal, a été interrogé sur ses sentiments. Et elle répond, je cite, « J'ai mon diplôme en justice pénale, je suis en master. Ce n'est pas comme ça que je veux que ma vie soit. Mais je ne voulais pas que la victime se sente mal à l'aise, comme je me sentais mal à l'aise. Mais j'essayais juste de faire comme si de rien n'était et d'être là pour lui.
À la fin de l'entretien en voiture, la police affirme que Bartfield a menacé de se suicider. Elle a ensuite été menottée et emmenée à la prison du comté. Et à partir de ce moment-là, Bartfield a été détenu sans possibilité de libération sous caution, selon WAND Télévision. Voici le moment où le juge, lors de sa première comparution devant le tribunal, lui a expliqué quelle pourrait être la peine encourue pour les accusations auxquelles elle faisait face. Crime de classe X puni de 6 à 60 ans au département des services correctionnels. La peine serait purgée à 85%, suivie d'une libération surveillée obligatoire de 3 ans à vie et d'une amende pouvant atteindre 25 000 $. Ce n'est pas une infraction éligible à l'approbation. En cas de condamnation, vous devrez vous inscrire à vie au registre des délinquants sexuels. En août, Bartfield a admis avoir eu des relations sexuelles avec le garçon. L'État demande maintenant une peine maximale de 40 ans de prison dans le cadre de cet accord de plaidoyer, contre les 60 ans qu'elle aurait pu encourir si elle avait été reconnue coupable lors du procès. En ce qui concerne le district scolaire public de Decatur, où Bartfield travaillait, j'ai contacté l'établissement pour obtenir un commentaire à la suite de son plaidoyer de culpabilité. N'étant pas impliqués dans l'affaire pénale, ils n'ont fait aucun commentaire, mais ont licencié Bartfield après son arrestation. La victime et sa famille, cependant, poursuivent le district scolaire en justice, et ils affirment que ce qui s'est passé n'était pas un incident isolé. J'ai parlé à Sim Cunningham représentant la famille, et voici son commentaire sur leur plainte. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que d'autres enfants et d'autres familles qui ont peut-être été victimes des actes de cette femme se sentent en confiance pour se manifester, afin que nous puissions, vous savez, tenir le district scolaire responsable du manque de surveillance qui a permis à mademoiselle Bartfield de commettre ces actes. Et est-ce que la famille pense qu'il y a d'autres victimes d'Ali Bartfield? Je ne peux pas parler directement au nom de la famille. Certaines informations ont été révélées, dont certaines ont été incluses dans la plainte contre le district scolaire, que nous amènent à croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes de mademoiselle Bartfield et qu'il y a probablement d'autres victimes d'abus et de harcèlement de la part du personnel enseignant dans le système scolaire public de Decatur envers les élèves. Lors de son arrestation, Bartfield a affirmé, d'après les documents judiciaires, qu'aucune autre personne ne l'accuserait d'agression sexuelle. Il est important de se rappeler que lorsqu'elle a été confrontée à ces allégations, ce n'est qu'après que les enquêteurs lui ont présenté leurs preuves qu'elle a admis que ce qu'elle disait au départ était un mensonge. Elle sera condamnée le 25 septembre. Discutons-en avec Mark Weaver, procureur et ancien procureur général adjoint de l'Ohio. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. En tant que procureur, que remarqueriez-vous en regardant la vidéo de la caméra corporelle d'Ali Bartfield dans cette affaire? Eh bien, ce sont de très bonnes images de la caméra corporelle. Nous pouvons voir exactement ce qui s'est passé. Les adjoints du shérif ont été extrêmement professionnels dans la manière dont ils ont exécuté le mandat de perquisition. Elle a tout avoué assez rapidement. Elle a dit la vérité assez vite. Au début, elle a nié avoir eu des relations sexuelles avec cet enfant, mais très vite, quand ils lui ont fait savoir qu'ils avaient des appels enregistrés, ils avaient des messages textes. C'est une excellente affaire ici. J'aimerais que toutes les affaires sexuelles que je poursuis aient autant de preuves que celle-ci. C'est une affaire quasiment inattaquable. Parce que quand on regarde, elle sera condamnée plus tard, ce mois-ci. Et au début, et maintenant on le regarde avec du recul, en connaissant les preuves que les procureurs et les enquêteurs avaient dans cette affaire. Et il y en avait beaucoup. Et au début, elle dit « Eh bien, je n'ai jamais eu de problème. Je ne sors jamais, je reste enfermée chez moi. » Ensuite, elle rejette un peu la faute sur la victime, affirmant que c'est lui qui voulait des messages explicites, alors qu'il s'agit d'un enfant de 11 ans. Tu sais, c'est tellement difficile à comprendre. Comment ces déclarations faites en 2024 pourraient-elles influencer la décision du juge d'accepter cet accord de plaidoyer et de lui donner la peine maximale qui, je crois, est de 40 ans, comme le demande l'État? Oui, la limite est ce 40 ans. Cela aurait pu être 60 ans selon le regroupement des chefs d'accusation et le nombre de rapports sexuels différents. Un jury l'aurait détesté en apprenant qu'elle avait essentiellement affirmé que cet enfant, ce petit garçon de 11 ans, un élève de 6e, était en quelque sorte l'instigateur. Un juge n'aimera pas ça non plus. Je suppose que son avocat de la défense va la préparer avant la sentence, va lui demander de venir et de revenir sur toute idée que c'était la faute de l'enfant. Mais c'est ce qu'on voit avec certains de ces prédateurs sexuels. Ils ne voient pas que ce qu'ils font est mal. Ils vivent simplement leurs fantasmes et deviennent qui ils veulent. Et attention, elle a un diplôme en justice pénale et prépare un master.
Donc l'idée qu'elle ne sache pas que c'est illégal est absurde. Vraiment. Et absurde est le mot juste, car en lisant les documents du tribunal et l'affidavit, on se demande sur quelle planète elle vit. Rien qu'en l'entendant, même quand elle parle de son diplôme en justice pénale et dit « je voulais juste qu'il se sente à l'aise » ou un truc du genre. Et tu te dis « mais qu'est-ce que… » Tu sais, même sans parler d'un point de vue juridique, tu te demandes vraiment de quoi elle parle. Quand il s'agit de cette audience, et si elle fait effectivement cette déclaration émotive devant le tribunal, comment cela pourrait-il influencer la décision du juge ? Parce que souvent, je veux dire, j'assiste à ces audiences et le juge, on dirait qu'il parcourt quelque chose pendant 1 ou 2 minutes, puis il prend sa décision. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose, quel impact, une déclaration de sa part, même si elle est vraiment bonne, pourrait avoir sur sa peine ? J'ai comparu devant de nombreux juges condamnant des délinquants sexuels au fil des ans, et ces juges arrivent généralement à l'audience de détermination de la peine avec leur opinion déjà faite. Ils ont préparé à l'avance les mots à dire pour garantir le maintien de la peine. Et parfois, quelque chose que dit la victime ou l'accusé fait que vous verrez le juge ajuster sa décision, prendre un stylo et peut-être rayer quelque chose ou remplir un espace vide. Mais la plupart des juges savent déjà ce qu'ils veulent faire avant même d'entrer dans la salle. Et ce n'est que dans ces cas marginaux qu'ils le modifient. Les juges savent aussi déceler les conversions de dernière minute au tribunal, n'est-ce pas? Quand vous lisez ce qu'elle a reconnu et que vous regardez les images de l'appel de mandat que la police a passé, c'est là que vous voyez la vraie personne. La personne au tribunal est, vous savez, bien habillée, bien préparée et lit un texte préparé. Les bons juges savent que la façon dont l'accusé se présente au tribunal est souvent une mise en scène. Donc, elle finira, vous savez, avec 20 ans de moins que ce qu'elle aurait pu recevoir comme peine maximale si elle avait été reconnue coupable en allant jusqu'au procès. Rien qu'en lisant les documents du tribunal et les preuves, dont l'envoi de photos explicites à un garçon de 11 ans détenu par la police, pourquoi conclure un accord alors qu'elle semblait prise la main dans le sac si vous étiez procureur ? Dans presque tous les cas où un procureur conclut un accord dans une affaire d'abus sexuel sur mineur, il y a 2 raisons principales. La première, c'est la certitude d'obtenir une condamnation, ce qui, selon moi, aurait été le cas ici. Mais surtout d'éviter qu'un garçon de 11 ans, bientôt 12, ait à témoigner devant des inconnus sur l'événement le plus embarrassant de sa vie. On protège toujours l'enfant d'une nouvelle victimisation, ce qui est essentiel. Cette femme n'aura pas 40 ans de prison. Et je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien. J'ai poursuivi toutes sortes de personnes qui ont agressé des enfants, parfois âgés de seulement 2 ans. Et dans ces circonstances, le juge ne lui donnera pas 40 ans, elle prendra 10 ou 15 ans. Je ne connais pas le juge, mais ce serait plus typique pour une délinquante sexuelle sur enfant avec une seule victime, comme cette femme. Même si c'est un cas où, elle, parce que je suis sûr que pour les gens, enfin c'est ce qui a été rapporté, que la peine maximale était de 40 ans, et puis si un juge descend à 10 ans, je veux dire, quel impact le fait qu'elle était enseignante pourrait-il avoir? Vous savez, elle avait cette position de pouvoir, et toute personne adulte accusée ou condamnée pour ses crimes. Ils avaient ceux du pouvoir sur un enfant, mais c'était une éducatrice. Elle l'a fait. Comment cela influence-t-il le déroulement et la condamnation de ces affaires? Oui, Chris, je veux être clair. J'espère qu'elle aura une peine plus longue. J'ai simplement observé suffisamment de ces cas au fil des années, et les juges aussi. J'ai poursuivi un délinquant sexuel sur enfant il y a 1 an ou 2, qui a eu des rapports sexuels avec la jeune fille de sa petite amie tous les jours pendant plusieurs mois, 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Et il a écopé de 32 ans, 34 ans de prison. Je compare simplement les différents degrés de délinquance sexuelle, mais je comprends votre point de vue. Toute personne ayant des relations sexuelles avec un enfant de 11 ans devrait aller en prison, surtout un enseignant qui devrait être condamné plus sévèrement. Elle a une responsabilité particulière de ne pas victimiser ses enfants que les parents ont confiés à sa garde. C'est ça. Et c'est aussi cet aspect-là où on a vraiment l'impression que tout cela, c'est presque une façade. Elle est enseignante. Et puis il y a eu cette sortie parce qu'elle avait des enfants chez elle. C'est dur à comprendre, surtout venant d'une enseignante. Pourtant, j'ai eu d'excellents enseignants. Je pense qu'on en a tous eu, mais beaucoup de cas surgissant ainsi.
Dans votre carrière, qu'avez-vous observé en essayant de comprendre pourquoi certaines de ces personnes franchissent une limite et franchement la dépassent complètement, passant du statut d'enseignant à une situation comme celle d'Ali Barfield? C'est en partie la technologie. Le mal est présent depuis la chute de l'humanité. Le mal a toujours existé, mais la technologie le diffuse aujourd'hui d'une façon impossible il y a 50 ans. Enfant, que ce soit toi ou moi, un grand moment, c'était de croiser ton professeur à l'épicerie. C'était le genre de contact que tu avais. Tu voyais le professeur à l'école, puis parfois dans la vraie vie. Maintenant, avec Snapchat qu'elle a dit utiliser et tous ces autres réseaux sociaux et les parents qui donnent des téléphones à de jeunes enfants et les laissent les emmener dans leur chambre et fermer la porte, il y a une voie pour que ce mal suive son chemin vers l'abus d'un enfant. Et ensuite, il suffit de trouver une excuse. Organisons une sortie. Soit je l'emmène en voiture, soit je l'invite chez moi. Donc la technologie ne le provoque pas, mais elle permet que cela se produise d'une manière qui n'était pas possible il y a 50 ans. Parce que moi aussi, ça m'a marqué dans les documents du tribunal que nous avons, où elle a dit qu'elle avait affiché son numéro de téléphone sur le mur de l'école pour les élèves de 6e. Et ça m'a semblé franchir une limite, parce que je peux comprendre qu'elle donne son numéro de téléphone aux parents, mais donner son numéro à tous ses enfants de 11 ans, elle est aussi sur Snapchat, TikTok et toutes ces applis. Ça m'a semblé être, vous savez, pour une enseignante, un vrai dépassement des limites. Il y a actuellement un procès civil intenté par la famille de la victime contre le district scolaire. Mais, d'un point de vue pénal, si par exemple un procès civil conclut que certaines choses n'ont pas été faites par l'école, ils n'ont fait aucun commentaire ni sur l'affaire civile ni sur l'affaire pénale. Mais quel type d'enquête est généralement menée sur un district scolaire après qu'un enseignant comme celui-ci ait été reconnu coupable, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème systémique dans ce district qui pourrait permettre que cela se reproduise? Deux façons principales existent pour responsabiliser les écoles. La première, c'est par le biais d'une action civile en justice où ils devront verser de l'argent s'ils sont reconnus négligents. Et la deuxième, c'est le processus réglementaire. Quelle que soit la manière dont l'Illinois réglemente les écoles comme celle-ci, il existe la possibilité de leur retirer leur licence scolaire. Il est rare que quelqu'un dans une école soit poursuivi pénalement pour un acte dont il n'avait pas connaissance. Si cette école avait des politiques disant de ne pas faire cela, si elle avait une formation, il semble qu'il y ait une indication qu'elle n'aurait peut-être pas suivi la formation. Mais s'ils avaient une formation disant de ne pas faire cela, c'est généralement suffisant pour éviter qu'une école soit poursuivie pénalement. En tant que procureur, je ne m'intéresse pas à ce que l'école a fait, à moins que l'un de ses administrateurs ait été au courant et n'ait pas informé les forces de l'ordre. Je suis donc très intéressé à parler à cette personne et à éventuellement l'inculper. Et dans votre carrière, lorsque vous avez dû poursuivre des affaires de ce type impliquant des prédateurs sexuels, parce que je pense que dans notre esprit, quand on pense à un prédateur sexuel, il y a probablement un stéréotype qui vient en tête, celui d'un homme qui le fait principalement. Mais ensuite, il y a dans certaines de ces affaires impliquant des enseignantes, vous voyez, dans son cas, elle a la trentaine. C'est une jeune femme qui enseigne à l'école. Avez-vous déjà vu un profil de ce genre ? Comment le profil des prédateurs varie-t-il dans ces cas, peut-être au-delà du stéréotype qui existe depuis longtemps sur ce à quoi ressemble réellement un prédateur sexuel? Oui, il n'y a pas de profil qui va vraiment aider les parents, mais vous avez raison. Il existe des cas de ce que nous appelons des prédateurs gentils, des personnes qui sont par ailleurs agréables et bienveillantes avec vos enfants, des personnes qui participent positivement à la vie de votre enfant d'un côté, peut-être en venant à leur match et en les encourageant, ou en leur donnant un high five quand ils obtiennent une bonne note en sortant de la classe. Mais de l'autre côté, ils profitent de la situation et victimisent l'enfant. Les parents doivent simplement protéger leurs enfants. Et cela signifie savoir ce qu'ils font et faire respecter ceci comme l'une de mes règles. Aucun adulte ne peut parler à mon enfant sans que je connaisse le sujet de la conversation. Dire aux enfants « Voici mon numéro, appelez-moi » est inapproprié. Et pour toi, ça signifie quoi? Toi, ayant récemment traité une affaire similaire, je pense à un jour de plaidoyer où, en tant que procureur, on sent que la plupart du travail est déjà fait. Tu as obtenu une condamnation, elle plaide coupable et ira en prison pour des années. Mais qu'est-ce que ça te fait, émotionnellement, attendre d'entendre ce que le juge va dire concernant la peine qui va être prononcée? Chaque fois que cela m'est arrivé, j'ai vraiment de la compassion pour les victimes. Je les rencontre avant l'audience et presque toujours après l'audience. Mon cœur va vers eux.
Beaucoup demandent à Mark comment il peut continuer ces affaires si difficiles et tragiques. C'est à cause des victimes, c'est parce que quelqu'un doit prendre leur défense. Le jour de la condamnation, sachant que j'ai fait mon travail, il est possible que j'ai déjà préparé mes remarques. Dans certains cas, il se peut que je lise la déclaration de la victime ou que la victime lise elle-même sa déclaration. Je suis intéressé par la décision du juge, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que les victimes se sentent à l'aise, puissent s'exprimer et trouver un peu de réconfort. Sachant qu'ils avaient les preuves numériques de la conversation qu'elle avait eue, les déclarations qu'elle faisait même, je veux dire, elle a fini par l'admettre auprès des forces de l'ordre. Et puis, il y a les photos nues qui ont été envoyées via Snapchat. Si cela était allé jusqu'au procès, auriez-vous eu besoin que l'enfant de 11 ans témoigne ou aurait-il été possible d'obtenir une condamnation sans avoir à faire témoigner le garçon à la barre? Son aveu fait une grande différence, n'est-ce pas? Puisqu'elle a admis leur relation, il aurait été bien plus difficile de le prouver sinon, et il aurait fallu son témoignage. Voici mon problème. J'ai vu des jurys dérailler pour des choses stupides. Il suffit d'un seul juré. Cette infraction n'a besoin que d'un seul juré pour dire non coupable, et l'affaire est suspendue, et on recommence tout depuis le début. Et donc, je m'inquiète qu'un juré reste là derrière et se demande « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu l'enfant ?» Où était cet enfant? Et il y a une façon d'expliquer cela. Vous savez, quand vous avez l'avocat de la victime à la barre ou votre officier enquêteur, vous leur demandez quel est le protocole pour ne pas revictimiser les enfants. Les jurés peuvent vouloir voir cela. Mais je pense que la préoccupation principale ici, c'est qu'un juge ne va probablement pas lui donner 40 ans. Donc l'idée de plaider et de passer de 60 à 40 ans, elle n'aura pas 40 ans. Cela restait dans ce que le procureur voudrait obtenir. Et enfin, Mark, nous couvrons souvent des histoires d'enseignants accusés ou reconnus coupables d'inconduite sexuelle avec des enfants. Et il serait facile de regarder les reportages des médias et de dire que cela arrive simplement plus souvent. Est-ce quelque chose que vous avez l'impression de voir plus souvent ou est-ce simplement que nous en apprenons davantage à ce sujet? Un peu des deux. Nous en voyons davantage car la technologie permet désormais aux enseignants et élèves de discuter en privé, pensant être dans un environnement non surveillé. Et puis, l'autre raison, c'est que cela arrive probablement un peu plus souvent simplement parce que les mœurs de la société sont de faire ce qui fait du bien et tout ce qui vous fait vous sentir bien. L'amour, c'est l'amour, peu importe quoi. Cette attitude poussée à l'extrême nous amène à des situations comme celle-ci. Je suis sûr qu'elle ne pensait pas commettre un acte de violence. Je suis sûr qu'elle pensait que c'était une rencontre très affectueuse. Ce ne l'était pas. C'était une agression sexuelle. Mais je suis certain qu'elle croyait agir de façon acceptable. Bien qu'elle ait un diplôme en justice pénale, la loi l'interdit. Et nous avions déjà couvert cette histoire, pas moi. Je n'avais pas vu qu'elle avait un diplôme en justice pénale, ce qui rendait la situation encore plus difficile et choquante, mais c'est un point important. Mark Weaver, toujours un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime. Merci pour votre analyse. Merci Chris. C'était On the Case par Law & Crime. Abonnez-vous à notre YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.